Bienvenue à tous et à toutes et merci de rester fidèles à nos programmes. www.ouestlittoral.com est le site qui nous diffuse en ce moment face aux internautes. Titulaire d'un master en QSE à l'université de Douala, entre autres, notre invité de ce jour est un homme politique, entrepreneur, manager d'un cabinet. Bruno Lombo, secrétaire national au projet et études du peuple uni pour la rénovation sociale, est donc des nôtres aujourd'hui. Bienvenue à vous, monsieur Bruno Lombo. Merci, et c'est un plaisir le mien d'être parmi vous. Monsieur Lombo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant d'un candidat à l'élection présidentielle qui est sans doute le plus jeune. C'est le plus jeune ou je me trompe? À ce qui paraît, il serait l'un des plus jeunes parce que notre candidat Serge Espoir Matomba a eu 39 ans en septembre. Donc, parmi les plus jeunes, effectivement, il fait partie des plus jeunes candidats à l'élection présidentielle. Oui, on va vous expliquer le principe puisque vous êtes le premier à passer à cette émission. D'accord. Le journaliste n'est pas important dans cette émission. C'est le candidat, c'est les représentants qui sont les plus importants. C'est pour ça que c'est vous qui êtes à l'honneur. Avant de commencer avec les questions des internautes qui sont un peu décousues, il n'y aura pas un ordre puisqu'on a chacun envoyé ses questions. Ça va de soi. Oui, je vais commencer par vous poser une première question comme ça. Est-ce que vous pouvez présenter votre candidat et nous dire pourquoi les gens doivent voter pour lui? Alors, Serge Espoir Matomba, déjà de par sa jeunesse, a démontré par ses actions et par ses prises de position, ses capacités justement à diriger le pays, sa vision à faire en sorte que les choses puissent changer et également son amour pour sa patrie, son amour pour le Cameroun. Il faut dire que Serge Espoir Matomba revient de son périple européen, une ONG qui devait justement travailler à la cause des jeunes, à la cause des orphelins. Alors, partant de ce travail-là, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à faire et dans ce principe, on se retrouve en train de mettre en place un parti politique justement pour voir plus large sur les problèmes des Camerounais et voir comment on apporte des solutions pratiques, n'est-ce pas, aux souffrances de ces derniers. C'est donc comme ça que en 2010 naît le peuple uni pour la rénovation sociale qui, à sa tête, on a le premier secrétaire Serge Espoir Matomba. À partir de là, nous commençons un combat ardent, n'est-ce pas, pour le combat des injustices, le combat pour le développement économique du pays, parce qu'il faut noter que en 2014, nous avons fait une action, nous avons mené une action, la grève de la faim, qui avait pour but de faire en sorte que les accords de partenariat économique que nous avons ratifiés, que le Cameroun a ratifié à l'époque, ne soient pas faits. Et nous constatons évidemment les dégâts que ça a pu causer sur notre tissu économique et notre industrie aujourd'hui. Donc voilà un peu brossé la présentation de notre candidat Serge Espoir Matomba. Entrepreneur, il l'est, courageux, il l'est, jeune, il l'est, visionnaire également, il l'est. Donc il rassemble tous les qualificatifs et tout, n'est-ce pas, les critères pour être un bon leader pour la jeunesse camerounaise et pour le Cameroun tout entier. Oui, vous allez répondre rapidement parce qu'il y a beaucoup de questions des internautes et je vous dis que ce sera en désordre. La première question est celle-ci, elle vient de Landry. Il vous dit le PUR, votre parti, c'est ça? Oui. Fait partie de ceux qui ont refusé les fonds octroyés par le ministre de la campagne, estimant le montant insuffisant. Comment allez-vous donc battre campagne? La question de Landry. Déjà, il faut dire que la question de l'insuffisance n'est pas une des raisons fondamentales. L'élection présidentielle se prépare au lendemain de la dernière, c'est-à-dire que nous, au PUR, nous avons commencé à préparer cette élection en 2011, au lendemain des élections présidentielles qui ont eu lieu en cette date-là. Alors, nous nous sommes engagés sur le terrain politique sans tenir compte du financement public. Maintenant, la loi est claire sur un certain nombre de questions, notamment sur le financement des partis politiques face à l'élection présidentielle. Mais déjà, il faut dire que à ce niveau-là, les capitaux nécessaires pour mener une bonne campagne au Cameroun ne vont pas se faire avec 15 millions. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Alors pour nous, il ne faudrait pas que cette somme-là arrive comme une panacée. Parce que notre programme est clair, nous avons des activités à mener pendant cette campagne. Et je ne pense pas que c'était avec ces 15 millions-là que nous avions programmé les faire. Donc pour nous,
à la limite, c'est un non-événement. Donc, vous n'avez pas, pour répondre à M. Landry, vous n'avez pas récupéré les 15 millions de francs? Non. Ok. La deuxième question est autour de Landry. Dans votre programme politique, vous envisagez de réduire le nombre de ministères. Quels sont les ministères qui n'existeront plus? Et pourquoi? Alors, nous allons réduire déjà, parce qu'il faut dire, il faut donner pourquoi, il faut dire pourquoi nous allons réduire le nombre de ministères à 15. Partant de ce qui existait déjà, il y a certains ministères qui vont devoir fusionner. Nous prenons par exemple le cas du ministère de l'Environnement et du ministère de la Forêt et de la Faune. Déjà, avant d'arriver à la segmentation des différents ministères, ce qu'il faut expliquer, c'est que le PUS compte mettre en place, Serge Espoir Matomba compte mettre en place un organe stratégique de réflexion sur ces différentes questions. Alors, il ne sera plus question pour nous de penser le développement du Cameroun par secteur de manière particulière. C'est vrai que la déclinaison avec les ministères va se faire, mais il s'agit de penser globalement, de penser une vision et de la mettre en œuvre. Or, penser cette vision-là demande à mettre à contribution toutes les entités qui doivent travailler justement à mettre en place cet état de choses. Il s'agit de quoi concrètement? Le comité stratégique qui va réfléchir à ces différentes questions-là va justement penser quels sont les différents ministères qui doivent faire partie du même groupe. Ah, autrement dit, vous avez précisé quelque chose qui n'est pas dans la question. Vous dites 15 ministères. Oui. Bon, je suppose que vous avez déjà le nom de 15 ministères. Parce que ce que vous dites là, ça veut dire... Nous avons le nom des 15 ministères. Maintenant, il s'agit maintenant de voir de l'existant quels sont les ministères qu'il va falloir fusionner. C'est ça. Voyez un peu. Alors, donc les 15 ministères, c'est dogmatique. Ce n'est pas dogmatique. Oui. Nous les avons clairement définis. Mais les dénominations vont changer. Oui. Parce que si je vous dis aujourd'hui que nous allons passer du ministère, par exemple, des relations extérieures, aujourd'hui c'est les relations extérieures, mais nous allons appeler ça le ministère des relations, comment je vais appeler ça? C'est-à-dire que il ne s'agira plus, les dénominations vont complètement changer, parce que là-dedans, on va retrouver plusieurs entités. Tous ces éléments-là ont été établis. Maintenant, le comité stratégique, en fonction de la vision et des orientations que nous avons choisies, va maintenant définir de l'existant, de ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce qui va rentrer dans les différentes segmentations des 15 que nous avons prédéfinies. Pour en finir avec Landry, est-ce que vous pouvez lui dire comment sera composé ce comité stratégique? Le comité stratégique sera composé des personnes d'abord patriotes qui aiment le Cameroun. Des personnes qui ont une vision claire et précise et des personnes qui ont eu à démontrer par leur engagement et par leurs idées qu'elles sont prêtes à travailler pour le Cameroun. Alors, pour constituer ce comité, il est tout simple. Nous avons les Camerounais valeureux, nous avons les Camerounais qui travaillent. Aujourd'hui, peut-être vous également, vous pourrez être sollicité en ce qui concerne votre secteur d'activité. Ah, ça veut dire que vous n'avez pas encore la composition? Si on vous dit qu'on avait la composition de ce ministère, ce serait faire comme si on voulait travailler en autarcie. Nous voulons travailler avec tout le monde. C'est pourquoi le PUS est ouvert et faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver. Nous partons, monsieur, d'une démarche de concertation. Déjà, à partir de notre projet politique, il a été élaboré en collaboration avec la société civile parce que nous allions rencontrer ces gens-là pour leur demander quels sont vos problèmes. Je prends le cas, par exemple, de l'éducation. Nous avons rencontré des syndicats qui ont travaillé sur les questions d'éducation et qui ont proposé justement quelques éléments qui se retrouvent dans notre projet de société que nous avons présenté au Cameroun. Donc il ne s'agit pas pour nous de réfléchir pour les autres, mais il s'agit pour nous de réfléchir avec tout le monde pour pouvoir sortir quelque chose qui justement va refléter la réalité de tous les Camerounais. On passe à Narcisse. Narcisse, cette question, toujours en politique, dit-il, votre leader envisage un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une fois. Il vous demande si vous pensez que c'est réellement possible en Afrique, quand on sait qu'en Afrique, les gens ont le goût du pouvoir. Bien sûr que c'est possible. C'est pourquoi il faut rêver. C'est bel évidemment possible. Il va falloir instaurer dans notre pays ce sentiment légaliste, ce sentiment démocrate, ce sentiment de démocratie
profonde. Évidemment, en le faisant, parce que lorsque Serge Espoir Matomba sera à la magistrature suprême, il va faire son mandat, il va mettre les jalons, n'est-ce pas, de la vision qu'il a pour le Cameroun. Et quelqu'un d'autre viendra effectivement poursuivre. Nul n'a la panacée, personne n'a le monopole du savoir. Et le pouvoir peut être exercé par n'importe qui. Aujourd'hui au Cameroun, les gens sont surpris de voir que les jeunes s'intéressent à la chose politique. Or, c'est maintenant qu'il faut que les jeunes s'y intéressent. Pour revenir à la question de la longévité, dire que les présidents africains aiment le pouvoir, il y a des exemples palpables autour de nous. Au Nigeria, il y a eu une transition politique. Au Mali, il y a eu une transition politique. Au Sénégal, il y a eu une transition politique. Pourquoi est-ce que cela ne peut ne pas être fait au Cameroun? Alors, la question de mon confrère, c'est Narcisse, c'est ça? Narcisse, oui. La question de mon confrère Narcisse est un peu biaisée parce que en Afrique également, nous avons des démocraties et nous vivons l'alternance. Narcisse a parlé de la majorité, il n'a pas parlé de l'intégralité des chefs d'État. Alors, vous avez dit que dans le cas de votre leader, qu'il prendra la peine de pouvoir mettre les jalons. Et ça dit que, étant déjà au pouvoir, il va commencer à bâtir son remplaçant. Déjà, il faut dire que la question du dauphin dans une république normale ne devrait pas être. Parce que chaque individu devrait définir son destin. Et c'est ce que nous, au niveau du PUOS, incarné par Serge Espoir Matomba, aujourd'hui nous disons, prends ton destin en main. Il n'est pas question pour Serge Matomba de désigner un dauphin prédéfini. Non. Il s'agit pour lui de dire, tout est ouvert. La jeunesse peut oser. C'est un exemple que je donne. Après moi, tout le monde peut faire la même chose. Il s'agit pour Serge Espoir Matomba de créer autant de Serge Espoir Matomba, autrement dit, autant de leaders qu'il est aujourd'hui. C'est ça la question. Une dernière question pour Narcisse. Il dit, n'est-il pas judiciable que les partis d'opposition soient réunis en un bloc pour combattre le président sortant? En gros, je crois qu'il pose le problème de la candidature unique. Oui. Quel est l'avis de votre candidat Matomba? Est-ce qu'il est prêt à en discuter? Déjà, il faut dire que nous sommes toujours ouverts à toutes les discussions. Serge Espoir Matomba rencontre les autres leaders, ils se parlent. Mais je voudrais plutôt m'appesantir sur un fait. Si nous revenons aux élections présidentielles depuis 1992 jusqu'à 2011, il y a un constat qui est fait. Parce que dans la question de notre auditeur, on a l'impression qu'il dit que la coalition est une condition sine qua non pour la victoire de l'opposition. Je paraphrase un peu sa question. La remarque que je vais faire par rapport aux dernières élections, c'est celle-ci. À 90%, les 3 premiers candidats aux élections présidentielles, c'est-à-dire que les 3 qui sont arrivés premiers en score, ont eu de manière cumulée plus de 80% des voix. Autrement dit, l'émiettement des voix n'est pas un facteur qui disperse l'électorat. L'électorat camerounais n'est pas dispersé. Et ça, c'est un atout. Comme pour dire que il suffit, et c'est ce que le PUS est en train de faire, il suffit de canaliser cet électorat-là sur un projet de société qui fait l'unanimité, qui est porteur, n'est-ce pas, de la réalité de ce que nous vivons, qui est inscrit justement dans le projet de société que porte Serge Espoir Matomba actuellement, pour mettre tous les Camerounais d'accord. Au soir du 7 octobre, parti comme nous sommes partis, il n'y aura pas de coalition, mais une candidature unique peut bien évidemment être élue sans évidemment passer par une coalition. Si je comprends bien, vous n'avez aucun doute. Après les élections, c'est le président Matomba qui se trouve à Itoudi, c'est ça?
Pourquoi douterais-je? Non, c'est la précision vous l'appelle. Bon, nous passons à... Nous ne doutons pas. Nous passons à Albert Moukoko, dit Albert de Deido. Je lis, hein, c'est que je vois. Albert de Deido. Il dit, comment se comportent les populations face à vos approches? Parce que je comprends bien ce qu'il me dit. Peut-être que c'est quoi qu'il me dit. Comment se comportent les populations face à votre programme? Je crois ce qu'il veut dire. Face à votre programme. Parce qu'il dit face à vos approches. Je suppose que déjà, il faut dire que cette élection présidentielle de 2018 présente une particularité. Je vais m'arrêter à celle-là parce qu'il y en a plusieurs. La particularité de cette élection, c'est que tous les candidats, ou presque, ont défini un projet de société écrit et qui décline justement leur vision pour le Cameroun. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années où le parti au pouvoir dansait souvent l'opposition, de ne pas avoir d'alternative, de ne rien proposer. Aujourd'hui, tous les partis politiques ou bien tous les candidats inscrits à l'élection présidentielle ont un programme politique. Maintenant, quant à ce qui est l'élaboration précise de ce programme, on n'en sait rien. Alors, ce qu'il faut déjà dire à cette question, c'est que... Vous pouvez la répondre, s'il vous plaît? La question, c'est comment se comportent les populations face à vos approches? Bien. Moi, je pense que c'est plutôt vos programmes. Enfin, vous dites ce que vous avez compris, quoi. Voilà. Comment se comportent les populations? J'en arrive à cela pour dire que hier encore, j'étais au niveau de notre siège et l'état de ce que nos jeunes qui travaillent pour la campagne présidentielle, parce qu'il y a une équipe qui travaille là-bas, ils ont distribué hier, quand ils distribué par les moyens de télécommunications, les groupes WhatsApp et tout, ils ont distribué plus de 100 projets de société. C'est-à-dire que 100 Camerounais hier, seulement pour la journée d'hier, ont reçu notre projet de société. C'est quand même un indicateur fort de ce que les gens s'intéressent à ce que nous faisons et à ce que nous disons et de la manière par laquelle nous allons implémenter notre programme. Alors, vous disiez que 100 Camerounais ont reçu votre projet de société. Cela émanait de leur volonté ou alors c'était une sorte d'obligation? Ça veut dire quoi? Vous avez pris les contacts des amis, des... Non, c'est des sollicitations externes. C'est des sollicitations externes, c'est-à-dire que c'est des gens qui appellent pour dire, ok, parce que nous avons un standard. Vous avez dit qu'il y a toute une équipe de communication au niveau du siège qui travaille uniquement là-dessus. Le siège, c'est où exactement? Le siège, c'est ici à Bonabéry. C'est ça. Ici à Bonabéry, au niveau du carrefour Bonambapé. Ouais. Donc, on reçoit des appels tous les jours. Et pendant que nous recevons ces appels-là, il y a des gens qui sollicitent qui pour avoir telle information, qui pour avoir le projet de société. Mais je vous dis, hier seulement, on a distribué, on a eu à envoyer 100 liens pour le projet de société au Camerounais. Bon, Albert de Deido continue encore en disant, est-ce que vous êtes, bon, voilà sa question exactement. Pensez-vous couvrir le nord-ouest et le sud-ouest? Mais je crois que ce qu'il veut dire, est-ce que vous allez couvrir, vous allez faire campagne dans les zones anglophones? Je vais répondre exactement à sa question. Pensez-vous couvrir le nord-ouest et le sud-ouest? Albert Moukoko. Alors, déjà, il faut dire que avant les événements malheureux que nous connaissons au nord-ouest et au sud-ouest, le PUS avait déjà ses implantations dans ces régions du pays. Donc, dire que est-ce que nous allons couvrir ces zones-là ont déjà été couvertes en réalité. N'eût été l'instabilité que nous constatons aujourd'hui, il est bien clair que nous devions faire une campagne en bonne et due forme. Maintenant que la situation est exceptionnelle, nous allons également prendre des mesures exceptionnelles. Mais toujours est-il que le nord-ouest et le sud-ouest devront nécessairement être touchés d'une manière par une autre ou une autre pour les élections présidentielles. Vous pouvez nous citer quelques mesures exceptionnelles? Comment? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques mesures exceptionnelles? Vous avez dit que vous allez prendre quelques mesures exceptionnelles. Oui, quand je dis mesures exceptionnelles, c'est-à-dire que les mesures qui s'imposent par rapport à la situation présente. Parce qu'en temps normal, il fallait organiser une caravane pour descendre dans le sud-ouest et le nord-ouest. Mais en l'état actuel des choses, il ne serait pas prudent d'aller dans le sud-ouest et le nord-ouest vu la situation qui est là-bas.
qui prévaut dans le sud-ouest et le nord-ouest. Alors, si vous dites que la situation de maintenant serait à craindre, puisque vous dites que c'est pas prudent d'y aller en ce moment. Nous savons que Serge Espoir Matomba veut être président de la République. Ça veut dire qu'il a appelé à aller toucher du doigt tous les problèmes, toutes les situations. Il allait avant. Je vous rassure, Serge Espoir Matomba y est allé. Maintenant, ce que je dis, c'est que pour une campagne, vous savez pouvoir assurer votre sécurité à vous, mais vous ne pouvez pas assurer la sécurité de tout le monde. Pour une campagne, pour ceux qui vous suivent, pour ceux qui vous accompagnent, il n'est pas prudent de mettre à risque leur vie. Parce que pour nous, nous avons été dans le sud-ouest et dans le nord-ouest pendant ces moments-ci. Donc, je parlais bien des mesures exceptionnelles pour la campagne. D'accord. Alors, la question qui suit est celle d'Esther, mais c'est à peu près la même chose. Qui demande, depuis le début de la crise anglophone, qu'a fait concrètement le PUR? Je crois que vous avez répondu un peu. Non, je vais répondre. Si vous me terminez, parce que la question est assez longue. Qu'a fait concrètement le PUR? C'est la première. Et que compte-t-il faire par la suite au cas où Serge Espoir Matomba est élu président de la République? Bien. Quand cette crise commençait, peut-être que vous n'avez pas eu l'information, mais le PUS a été la première formation politique à faire des propositions concrètes sur la sortie des crises. C'est-à-dire? J'y arrive. Nous avons organisé, déjà, Serge Matomba s'est rendu dans ces régions, pour commencer. Ensuite, nous avons organisé des conférences de presse pour faire des propositions précises sur la sortie des crises. Nous avons proposé, premièrement, que l'actuel président, M. Paul Biya, organise les élections et ne soit pas candidat. En prenant l'exemple, justement, de l'Angola, où il y avait une émeute par rapport à la présentation du président à l'élection présidentielle, mais à partir du moment où il a décliné sa participation à cette élection-là, les esprits se sont calmés. On pouvait copier cet exemple-là. Nous avons proposé qu'il organise les élections et qu'il ne soit pas candidat. Ça, c'était la première des choses. Le PUS a été la première formation politique à proposer la force tampon pour gérer et juguler cette crise anglophone. Le PUS a été la première formation à proposer ce collège, n'est-ce pas, de personnes neutres qui devaient mener les débats quant à ce qui est des questions de sortie de crise. Revenons sur la force tampon. La force tampon. Revenons là-dessus. Est-ce que vous pouvez donner quelques petites précisions? C'est quoi une force tampon? Une force tampon, c'est une force médiatrice entre deux personnes qui s'affrontent. C'est-à-dire que pour commencer un débat, on ne peut pas directement faire front à son adversaire. Il faut bien un intermédiaire pour dire, ok, moi je suis neutre, je peux transmettre les informations d'un côté comme de l'autre, les absorber et pouvoir les distribuer au moment opportun. La force tampon donc devait donc servir de courroie de transmission pour les informations qui passaient d'un camp pour un autre. Composé de qui? Alors, j'y arrivais. Nous avons dit qu'il y avait le clergé. Nous avons proposé à l'époque, parce que nous sommes plutôt contents de ce que aujourd'hui les gens parlent de cette conférence, la All Anglophone Conference. Nous avons été, quand vous regardez notre programme et notre proposition à l'époque, c'est exactement la configuration qui est en place aujourd'hui. Nous avions cité à l'époque le cardinal Christian Toumi, il y est. Nous avons cité à l'époque les Kakembeng, qui sont des femmes de pouvoir et les femmes des leaders dans le nord-ouest. Et nous avons cité le clergé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve justement dans la All Anglophone Conference? On retrouve ces différentes composantes que nous avions au préalable citées. Comme pour dire que nous avions vu, n'est-ce pas, quelques éléments pour la sortie des crises qui aujourd'hui sont peut-être un peu mises en œuvre tard, mais mieux vaut tard que jamais. Oui, et la question qui suit est celle de Charles, un habitant de Niala, qui pose cette question.
quelle plus-value votre parti pourrait apporter dans le programme scolaire? Vous savez qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ce programme scolaire. Qu'est-ce que votre parti peut apporter en plus? Par rapport au programme scolaire? Oui. Vous en avez débattu déjà dans votre parti? Comment? Vous en avez débattu Bien au sûr. sein de votre parti? L'éducation est un des piliers fondamentaux de notre programme, de notre projet de société. Nous avons 5 piliers et l'éducation, c'est la base de tout. Nous ambitionnons refonder le système éducatif. Et quand nous parlons de refondation, il s'agit évidemment, actuellement, des travaux sont en train d'être menés pour voir comment est-ce que les deux systèmes vont fusionner et n'en faire qu'un. Alors, les programmes... Vont être menés à quelques jours de l'élection. Je pense que vous électeurs doivent vous juger aussi sur ça. Sur? À quelques jours de l'élection. Vous n'avez pas encore fini votre programme scolaire. Le programme sur l'éducation, il est fini. Oui. Maintenant, nous avons 2 sous-systèmes. Vous savez que pour passer de 2 sous-systèmes à un sous-système, ce n'est pas la décision seule de Serge Espoir Matomba. Mais nous avons notre ossature que nous présentons aux Camerounais. D'accord? Oui. Donc, il s'agit pour nous, justement, de faire en sorte que la réforme qui sera mise en œuvre à ce niveau-là puisse uniformiser les 2 sous-systèmes anglophones et francophones. Parce qu'il faut dire que ce qui fait les disparités, ce n'est que la langue. Mais quand on est... Excusez-moi de vous interrompre. C'est parce que je viens de lire avec attention la question suivante. Et j'ai peur que vous y répondiez en avance. La question suivante est d'Isabelle de Niala, qui dit, parlant de l'éducation, ne pensez-vous pas qu'il soit nécessaire d'uniformiser le système éducatif? Bon, on va répondre aux 2 questions. Pourquoi on n'est plus de système éducatif dit anglo-saxon et l'autre dit francophone? On va répondre aux questions au même moment. Voilà. Parce que je disais que la disparité entre les 2 sous-systèmes, c'est justement la langue. Quand on aura défini le contenu de notre système éducatif, parce qu'on aura défini le profil du Camerounais que nous voulons pour demain, le profil du Camerounais pour mener à bien toutes les réformes et toutes les refondations que nous allons mettre en place, alors le système éducatif ne sera plus celui de l'anglophone ou bien du francophone, mais ce sera celui du Camerounais qui veut quelque chose pour son pays. C'est donc notamment pourquoi un accent particulier sera mis au niveau de la morale. Alors, monsieur Bruno Lombo, tout à l'heure, on a parlé de l'éducation, mais là, c'était dans le cadre de l'école. Or, nous savons que celle-ci aussi regarde beaucoup plus l'aspect social et nous n'avons pas toujours les populations instruites. Alors, celles qui vont à l'école. Pour celles qui ne sont pas instruites, pour celles qui ne vont pas à l'école, que compte faire le plus? Déjà, je vois 2 volets à votre question. Il y a déjà la situation de parents qui ne sont pas instruits et qui ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école. Et il y a la situation des moyens. Alors, à ce niveau-là, il faut dire que aucun parent ne souhaiterait que son enfant grandisse dans des conditions précaires. C'est pourquoi au niveau du PULS, l'éducation primaire et secondaire vont connaître une profonde modification. Aujourd'hui, on nous parle de l'enseignement gratuit. Mais dans la réalité, est-ce que tous les enfants vont à l'école de manière gratuite? Nous allons nous évertuer à faire en sorte que ce rêve devienne une réalité pour justement permettre aux parents qui n'ont pas suffisamment de moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. La question du financement peut arriver et devrait même arriver. Comment nous allons faire justement pour financer l'éducation? C'est simple. Nous avons aujourd'hui la matière première qui sort de chez nous. Nous avons aujourd'hui les produits manufacturés qui sont faits chez nous. Nous allons simplement prélever et taxer ces différents produits manufacturés, taxer également les minerais qui sortent de chez nous à une certaine hauteur pour financer l'éducation, pour qu'elle soit effectivement gratuite pour tous les enfants au Cameroun. Voilà. Maintenant, la question de la moralité, il est clair que l'éducation de l'enfant, ça ne se joue pas seulement à l'école. L'éducation de l'enfant commence dans la cellule familiale. C'est donc pourquoi notre éducation s'étend non seulement au niveau scolaire, mais également
au niveau de la moralité de tous les Camerounais. Parce qu'on veut un Camerounais modèle, on veut un Camerounais qui sache effectivement son rôle dans la société, on veut un Camerounais conscient des enjeux présents auxquels nous faisons face. C'est donc pourquoi une réforme bien profonde, l'éducation ne sera pas seulement à l'école, mais il y aura une ligne de conduite précise qu'il va falloir respecter pour les Camerounais en ce qui concerne la morale, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne la santé, pour que tout le monde sache effectivement sa place et prenne ses responsabilités pour justement transmettre à ses enfants qui demain sont les dépositaires de la vision que nous aurons implémentée jusqu'ici. Dans votre programme de société, vous dites vouloir créer 5 millions d'emplois en 5 ans. Autrement dit, 1 million d'emplois par an. Oui. Comment est-ce possible? Bien. Vous savez que le Cameroun a jadis été le pays où la création d'emplois était avec le taux le plus élevé. Ça, on ne le savait pas. Par contre, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que 2 ou 3 ans plus tard, toutes ces entreprises-là n'existent plus. Alors, il y a un problème. La question de Francis, j'y arrive. La question de Francis de Bonabéli, et elle est extrêmement précise. Si ce secteur, si c'est le secteur privé qui a embauché 1 million de personnes par an, soit 5 millions en 5 ans, comment allez-vous inciter les entreprises à embaucher en tenant compte des mesures concrètes différentes de celles qui sont déjà en place? J'y arrivais, je présentais. Et en plus, s'il s'agit du public, comment allez-vous faire pour réduire la dette tout en augmentant les dépenses publiques? Et enfin, votre politique là tiendra compte d'un CFA. Permettez-moi de répondre à une question à la fois. C'est dit, je vais vous expliquer pourquoi. La question, ce qu'il dit en dernier, c'est que est-ce que vous sortez du CFA ou vous restez dans le CFA? Revenons à la question. CFA. Ne mélangeons pas, répondons à une question après l'autre. Oui. La première question, c'était laquelle, s'il vous plaît? Vous avez créé 5 millions d'emplois en 5 ans. Voilà, pour la question. Et vous savoir si c'est le privé ou le public. J'y arrive. Voilà. Ok. La question des 5 millions d'emplois, j'ai présenté d'abord la réalité de notre pays actuellement. Alors, vous savez que 85% des travailleurs aujourd'hui au Cameroun sont dans le secteur informel. C'est ça. 85% des travailleurs sont dans le secteur informel, c'est-à-dire que les benticuleurs, les gens qui font les coiffures sans taxes et tout. On a 85% de ces personnes-là. Ça veut dire qu'on a un taux de 90% de sous-emploi. Ça, c'est la première chose. Alors, si on met un système où on encourage ces entreprises-là à passer du secteur informel au secteur formel, dans un premier temps, on met également en place une politique fiscale incitative à la création d'emplois, parce que je vous ai dit tout à l'heure que les Camerounais sont de grands entrepreneurs. En exploitant cela, c'est pendant 5 ans. Donc, au bout de 5 ans, nous devons avoir 1 million d'entreprises légales qui fonctionnent. Alors, comment est-ce qu'on opère ce fonctionnement? D'abord, cette incitation fiscale-là, nous disons, toutes les entreprises qui veulent passer dans le secteur formel et toutes celles qui sont créées vont être exonérées d'une certaine taxe. Alors, nous avons pensé à la taxe sur les sociétés. Comment est-ce qu'elle fonctionne aujourd'hui? Nous allons faire en sorte que cette taxe sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés, c'est l'IS, l'impôt sur les sociétés, soit revu à la baisse progressivement jusqu'à atteindre un certain taux fixe pour ces entreprises-là pendant leur jeunesse, c'est-à-dire que pendant les premières années de leur fonctionnement. Alors, me direz-vous, comment est-ce que nous allons exonérer ces entreprises des taxes et fonctionner en tant qu'État, puisque le premier revenu de l'État, c'est la taxe? Eh bien, pendant que nous créons ces entreprises, nous leur demandons d'embaucher 5 Camerounais. Et qui dit 5 Camerounais, dit 5 Camerounais qui vont commencer à payer la TVA. Parce que c'est également augmenter le pouvoir d'achat de ces Camerounais-là. On aura fait d'une pierre 2 ou 3 coups en mettant cette mesure-là en place. Bon, soyons concrets. Vous savez, dans un carrefour, vous avez quelqu'un qui fait du poulet. Oui. Du poulet braisé à longueur de journée. Ces petites activités-là peuvent
rapporté en termes de chiffre d'affaires, presque 70 millions de francs. On est de rien. Vous pensez que vous allez pouvoir convaincre un monsieur qui a cette entreprise-là de se constituer en société parce qu'il ne va pas payer l'impôt, l'IS, tout. Vous croyez qu'il va quitter l'informel pour venir? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire concrètement? Vous avez posé une très bonne question. Est-ce que nous allons encourager cet homme à passer du secteur informel au secteur formel? Comment vous allez faire? Je veux savoir, c'est tout. Comme je vous disais tout à l'heure, le Cameroun ne va pas se transformer par coup de bâton magique où Serge Espoir Matomba va tout réaliser. Mais c'est avec chaque Camerounais que cela est possible. Il ne s'agit pas pour nous de venir mettre la police derrière les gens et de leur dire voilà comment vous allez faire. Nous ne voulons pas être un État dictateur. Non, moi je vends du poulet. Moi je vends du poulet. Vous vendez du poulet. Construisez les gens du poulet. Actuellement, il y a des corporations qui existent. Oui. Même ces gens qui vendent le poulet, ils sont inscrits dans des corporations, bien dans des associations qui regroupent ce genre de marchandises-là. Il y a l'association des boulangers, c'est-à-dire que dans tous les secteurs artisanaux que vous connaissez, ils sont toujours organisés, et ça c'est un des éléments culturels que nous avons en Afrique, ils sont toujours organisés en association pour pouvoir défendre leurs intérêts, même comme c'est dans l'informel. Alors pour nous, il s'agit de quoi? Il s'agit de leur dire, de leur expliquer le bien fondé, parce que ce sera un échange et à la suite, il va falloir ressortir avec un consensus. Imaginez que ce soit moi le vendeur de poulet. Essayez de me convaincre. Alors, déjà que votre situation de vendeur de poulet, qui ne soit pas répertoriée, vous êtes dans une situation illégale. Par contre, le travail que vous faites pour la société, parce que effectivement, même dans votre illégalité, c'est vous qui soutenez l'économie de notre pays. Nous vous demandons une simple chose. Vous allez passer de l'informel, c'est-à-dire que on va vous répertorier comme une entreprise légalement constituée au Cameroun. On va vous exonérer de l'impôt sur la société pendant un certain temps, à un certain niveau. On va vous demander de recruter 5 Camerounais que vous allez prendre en charge pendant ce temps-là. En faisant vos calculs simples, vous allez vous rendre compte que passer de l'informel au formel, vous avez des avantages et vous rendez service à la nation. Quel avantage? Parce que l'autre chose, c'est quoi? C'est que ça vous permet de régulariser un certain nombre de choses dans votre comptabilité. On va mettre en place un mécanisme de suivi parce que les petites entreprises ont un problème aujourd'hui. C'est qu'elles ne savent pas véritablement à quel sens se vouer lorsqu'il s'agit des déclarations fiscales. Parfois, c'est un frein justement à ces entreprises-là qui ont même la volonté, ou bien à ces personnes qui font dans l'informel, qui ont la volonté de sortir de l'informel, mais il y a ce blocage-là. Le deuxième blocage également, c'est la fiscalité qui est surabondante. On ne sait pas réellement qui doit faire quoi. Aujourd'hui, c'est les agents de la mairie qui passent, demain, c'est les agents des impôts qui passent. On ne sait pas vraiment à qui faire confiance. Donc, il est question justement de régulariser un certain nombre d'éléments dans cette chaîne des impôts. Parce qu'il faut également dire à ceci, c'est quoi? C'est que il faut préciser le rôle de la taxe ou bien des impôts et quelles sont les différentes prérogatives de tous ceux qui entrent, de tous les acteurs dans ce secteur-là. Autrement dit, parler de la question des emplois revient également à parler des compétences, même des communes par rapport à certaines échéances. Parce qu'il faut dire que, imaginez un plan où on a la taxe, où on a la commune qui peut également prélever la taxe, où on a la direction des impôts. Il faut préciser les rôles de chacun et préciser le système dans lequel nous voulons fonctionner pour mettre en œuvre cet état de choses. On arrive à la fin. Mais cette question est importante parce que vous savez bien que là où tout le monde attend les politiques, c'est au niveau de l'emploi. Et vous avez parlé de l'entreprise. Et la seule question de Francis est intéressante parce que ça permet de voir que vous avez travaillé sur la question. Mais ce que j'aimerais savoir, pour qu'il y ait des emplois, il faut un État qui incite. Ça, vous savez le faire. Oui. D'après ce que vous avez expliqué. Mais il faut aussi que... vous ne pensez pas qu'il faut un peu de l'ordre? Parce que ce que vous dites là est un peu trop
un peu trop idéal. C'est justement de ça que je parle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut de l'ordre, qu'il faut frapper les gens? C'est justement de ça que je parle. Il faut des règles simples et mettre de l'ordre. Il y a un imbroglio. Parce qu'aujourd'hui, le petit vendeur de je dis n'importe quoi, de prunes. Non, moi je vends le poulet, j'aime bien ça. Le vendeur de poulet qui est au bord de la route, le vendeur de shawarma qui vend en route là-bas, il reçoit les agents de la mairie. Il reçoit les agents du fisc. Oh, j'ai bien compris ça. Vous allez mettre de l'ordre sur ce plan. Voilà. Mais comment vous allez faire pour que ce monsieur qui vend le poulet, c'est-à-dire moi, si je suis de mauvaise foi, malgré vos règles qui sont correctes, comment vous allez faire? Si vous êtes de mauvaise foi? Oui. Nous voulons construire un Cameroun exemplaire où la moralité de tous ceux qui y vivent converge dans un certain sens. Forcément, l'État devrait normalement prendre des dispositions pour ramener ce genre d'individu à l'ordre. Donc, parce qu'il faut préciser que nous voulons un Cameroun de démocratie, mais qui respecte les règles, qui respecte que ce soit légal, légitime et que tout le monde qui se fasse dans la justice. Oui, donc Espoir Matomba est bien entendu fort. On va frapper là où le besoin sera. Mais la question n'était pas prévue par les internautes, mais je pense que je faillirais si je ne la posais pas à ce moment. La question est de moi. Comment vous allez faire alors avec les Benz qui aident beaucoup la société, qui sont dans l'informel? Espoir Matomba va donc utiliser la même méthode, c'est-à-dire conseiller, apprendre l'éthique, la morale. Et sans frapper fort, sans prendre des décisions dures, ou bien parce que la parole suffit? La gouvernance réelle se fait à bras de fer dans des gants de velours. C'est-à-dire que autant on reprochera à un président d'être trop faible, autant on le reprocherait d'être trop dur. Maintenant, il faut savoir chercher le juste milieu, faire comprendre à chacun sa part de responsabilité et prendre les vôtres lorsque ça s'impose. Est-ce que Espoir Matomba et dans votre parti, vous avez pris la mesure de la difficulté qu'il y aura à gérer le problème de Ben Skinner? Sinon, on ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Ok, comme c'est pas moi qui dois poser les questions, je continue avec une dernière question qui est celle de Francis, toujours qui dit: est-ce que vous allez appliquer une politique d'austérité? Est-ce que Espoir Matomba va appliquer une politique d'austérité pour relancer l'économie s'il y arrive? D'abord, l'illettré que je suis, j'aimerais savoir, politique d'austérité c'est quoi? Déjà, il faut dire que ce ne sont que des mots. Nous allons le dire à notre façon. Reconstruire le Cameroun ne sera pas chose facile. Ça, il faut se le mettre en tête de manière claire et précise. Les réformes qu'il faut engager vont demander un certain sérieux, vont demander une certaine volonté. Et un seul bras ne peut pas le faire. C'est pourquoi on a donc besoin de tous les Camerounais. La politique d'austérité, quant à ce qui est de savoir si les conditions vont devenir dures, ça va être drastique, ce ne sera pas évident. Mais nous allons mettre en place un mécanisme pour justement juguler ces différentes mesures d'austérité. Par exemple, un peuple qui a faim ne peut pas comprendre que vous lui augmentiez le prix du sucre, par exemple, ou bien qu'une taxe sur un produit manufacturé augmente. Donc, vous allez subventionner? Il faut pas subventionner, parce que ça aussi, il faut commencer à dire que la politique des subventions est une politique qui n'a pas toujours porté ses fruits. Nous allons organiser le secteur de l'agriculture, par exemple, de telle sorte que nous fassions une agriculture qui puisse nourrir les Camerounais et qui puisse également nourrir ceux de la sous-région. Comment? Il existe aujourd'hui près de 80 institutions et 24 écoles qui forment dans l'agriculture au Cameroun. 24 écoles pour l'agriculture? Oui, et 80 institutions. Nous comptons ramener les 24 à 40, de telle sorte que nous ayons des centres à pôle agriculture de 120. Alors par année, nous formons 50 jeunes dans chaque centre. Ça fait un total de 1600 jeunes dans tout le Cameroun. Nous avons des terres dans notre pays. Il s'agit, nous n'avons même pas encore exploité le 10e. Ah bon, les Chinois n'ont pas tout pris? Non, ils n'ont pas tout pris. Ils n'ont pas tout pris. C'est vrai qu'ils sont en train de les prendre, mais ils n'ont pas tout pris. On n'exploite même pas encore le 10e des terres arabes de notre pays. Il s'agit pour nous, n'est-ce pas, de disséminer ces terres-là et de dire, ok,
Par école, nous distribuons 100 hectares. Et dans ces 100 hectares, nous faisons des bassins de production. Ces bassins de production sont spécialisés dans les produits précis. Si c'est au nord, on dit que c'est l'arachide. Si c'est par exemple dans le torrent, on dit que je dis n'importe quoi, le cacao. Et c'est comme ça qu'ils se lancent. Conséquence, on a des Camerounais formés à l'agriculture et qui sont eux-mêmes des producteurs. À ce moment-là, on est sûr que pendant un certain temps, nous produisons ce que nous consommons. Et ça résout un problème majeur. Parce que quand on va passer à une autre étape, des mesures à prendre, des mesures pour serrer la ceinture, comme on dit souvent, où il faut retrousser les manches, l'austérité, alors. Ce sera plus facile. Je ne pouvais pas utiliser ce mot. Je pouvais ne pas utiliser le mot austérité. Le mot austérité fait peur aux Camerounais. Il fait peur aux Camerounais. Il faut simplement dire aux Camerounais, ce ne sera pas évident. Il ne faut pas faire la langue de bois. Ce ne sera pas évident. Mais les dispositions prises par le PUS et Serge Matomba sont telles que nous allons d'abord gérer les problèmes vitaux des Camerounais et puis s'attaquer maintenant aux réels problèmes économiques pour le développement. Alors, M. Bruno Lombo, tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit que le PUS compte créer 24 écoles agricoles, voire 40. Et pour ce fait... Je n'ai pas dit qu'on allait créer. Il existe déjà. Ces 80 institutions et 24 écoles. Nous allons ramener ces 24. Nous allons créer encore 12. C'est 12. 16. Oui. Pour en faire 120 au total. Oui. Et vous avez parlé que vous allez accompagner cela avec des terres. Oui. D'où viendront ces terres? L'État est garant de toutes les terres sur le territoire. On ne crée pas les terres. Donc, ça veut dire que vous allez vous entendre avec les populations ou alors vous allez d'abord prendre des terres avant de... Non, nous n'arrachons pas les terres des populations. Quand vous êtes dans un pays, l'État est garant de toutes les terres qu'il y a dans ce pays et peut déclarer d'utilité publique toute terre qui est dans son territoire. D'accord? Autrement dit, je prends un cas, quand on construit les routes, on casse les maisons. Quand on veut construire un stade, on prend un terrain. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut déclarer un terrain d'utilité publique et on le met à la disposition de l'État. Et aujourd'hui, ces terres ne sont pas exploitées pour dire qu'on serait en train de dédommager des gens. C'est des terres inexploitées, complètement inexploitées. Donc il suffit seulement qu'on dise, ok, nous allons répartir ces terres pour les 120 établissements qui en ont besoin pour cette production-là. Et ce sera fait. C'est des choses concrètes où on n'a pas besoin d'aller chercher des milliards à 14 heures de financement extérieur. Et vous avez dit que ce sont des terres inexploitées. Vous pouvez donner quelques exemples des lieux, des sites où on peut trouver ces terres déjà? Quand vous partez de Douala, vous voyez souvent? Oui. Quand vous partez de Douala ou Yaoundé, vous traversez combien de localités? Entre ces localités-là, vous comptez les arbres qui sont en route? Vous comptez les maisons? Il y a des terres, madame. Je n'ai pas besoin de vous dire où elles sont. Elles se voient. Elles sont là, ces terres-là, qui peuvent être travaillées. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une vue de l'esprit. Mais poser cette question, ça voudrait dire que je fabule. Mais non. Mais à partir de Douala jusqu'à Yaoundé, il y a énormément de terres inexploitées. Énormément. Vous ne pensez pas quand même, et là c'est pas la question des internautes, puisqu'on a terminé avec les questions des internautes, nous allons poser la dernière question, ensuite vous allez conclure pour nous dire pourquoi, pour vanter votre candidat, parce qu'après tout, c'est un peu pour ça que vous êtes là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un gros handicap dans tout ce que vous venez de dire? Comment on y arrive sans énergie? Comment un pays arrive sans énergie? Vous avez vu Donald Trump qui a été très critiqué, qui a été moqué. Et il a été obligé d'utiliser les énergies du siècle passé. Même pas du siècle passé, du 19e siècle. Puisqu'il utilise le charbon encore pour produire. Et c'est comme ça qu'il a relancé son économie. Comment vous allez faire au Cameroun? Les internautes doivent savoir que pendant qu'on était en train de vous interroger, la lumière, on a coupé la lumière et on avait besoin d'allumer le groupe. Voilà, comment vous allez faire pour régler ça? Est-ce que sans le régler, vous pensez que vous pouvez réussir tout votre programme économique? Impossible. Alors comment vous allez faire concrètement? Impossible. Déjà, il faut dire que la question de l'énergie est au centre de nos préoccupations actuellement au sein du PURS. Pour la simple et unique raison que si nous voulons un pays industrialisé, si nous voulons que des PMI soient créés et puissent fonctionner, il faut de l'énergie. Alors,
Je vais faire un parallèle avec la question de la décentralisation pour qu'on comprenne bien où est-ce que nous nous situons. Est-ce que vous pouvez profiter pendant que vous serez dans ce domaine-là pour nous donner la forme de l'État que M. Matomba... C'est justement pour ça que je parle de décentralisation. Donc notre forme de l'État, nous sommes pour la décentralisation. Pourquoi la décentralisation? Pas de fédéralisme. Comment? Pas de fédéralisme. D'accord. Décentralisation. Actuellement, nous n'avons qu'une seule entreprise qui distribue l'énergie au Cameroun. Or, dans notre modèle, avec cette décentralisation matérialisée, il sera question pour chaque collectivité territoriale délocalisée de pouvoir avoir sa propre centrale électrique. Quel niveau, par exemple? Commune, pas de collectivité délocalisée, il s'agit des régions, des départements et des arrondissements. Non, soyons concrets. Ce qui veut dire que, par exemple, si on prend le Gori, par exemple, donc, Yabassi, non pas Yabassi, chaque arrondissement. Ok. Banga à sa centrale, devrait avoir sa station. Alors, sans tenir compte des possibilités. Parce qu'il y a des zones où vous n'aurez pas, par exemple, de l'eau. Justement, il y a des zones où il n'y a pas de l'eau, mais il y a d'autres sources d'énergie que nous allons explorer et exploiter. Le solaire, l'éolienne aussi. Parce que vous savez que dans le Grand Nord, il y a beaucoup de vent et les éoliennes peuvent également passer, même pareil que l'énergie solaire. Donc, il est question pour nous d'encourager chaque collectivité locale, puisque nous allons les accompagner dans ce sens-là, à mettre en place leur propre centrale, de telle sorte que les grandes centrales qui produisent le maximum de l'énergie puissent servir justement uniquement à l'industrie. Et pour les ménages, les centrales de collectivités locales décentralisées s'en occupent. Parce que quand on regarde aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que à l'UQAM, à elle seule, consomme près de la moitié de l'énergie produite au Cameroun. Vous comprenez donc qu'effectivement, c'est un problème grave si nous n'arrivons pas à juguler cette situation par rapport à la création d'autres centrales qui vont justement faire en sorte que les ménages et les coins reculés puissent avoir de l'électricité. Je me permets de vous interrompre là pour vous poser une question. Parce qu'on a le temps est terminé d'ailleurs, mais il faut que vous arriviez à conclure pour nous dire ce qui peut vous encourager à voter le PUR. Mais la question de l'énergie, vous êtes d'accord avec moi, c'est quelque chose de très important. Oui. Bon, est-ce que vous ne faites pas la même erreur que M. Biya? Parce que vous dites qu'il faut construire des centrales, mais on n'a jamais autant construit des centrales que ce M. Biya. Je peux vous les citer. Centrale thermique à Limbé, centrale. On a construit des centrales. Est-ce que le problème n'est pas plutôt dans autre chose que ça, c'est-à-dire dans le transport de l'énergie? Et je ne serais même pas d'accord avec vous sur la question. Oui. Parce que le Cameroun, aujourd'hui, je crois, c'est le troisième pays au monde qui a un potentiel hydroélectrique le plus élevé. Je ne sais pas, mais je sais, c'est au moins ça veut dire quoi? le deuxième en Afrique avec le Congo. Ça veut dire que s'il fallait dire que nous avons des centrales, on devait avoir des centrales dans tous les départements. Parce que vous savez que tous les départements au Cameroun prennent le nom du cours d'eau qui le traverse. Oui, moi, vous savez, je n'ai pas du diagnostic. Donc, si vous me dites aujourd'hui que sous Biya, on a construit des centrales, combien de barrages on a aujourd'hui par rapport au nombre de cours d'eau que nous avons? C'est ça la question. S'il vous plaît, M. Lambo, moi je cherche à comprendre juste, et je vous pose une question. Je suis un observateur simple de l'actualité au Cameroun. Et je constate quoi? Je constate que vous venez de dire vous-même. Oui. Dans certaines zones, on va utiliser le soleil, après on va utiliser le président Biya. Toutes ces dernières années, il y a une centrale thermique à Libye qui fonctionne. Je continue. Le gaz à Kribi, il y a une centrale même thermique à Douala qui a été créée. Okay. Donc il a créé beaucoup de centrales. Pourquoi on souffre dans le délestage? Pourquoi nous souffrons de délestage? C'est ça que j'allais vous expliquer, que ce n'est pas forcément un problème de barrage, mais un problème de transport d'énergie. Parce que souvent, quand c'est comme la lumière qui a lâché, souvent c'est le transformateur qui a pété. Excusez le terme. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Mais ça aussi, déjà, il faut qu'on s'entende sur un fait. C'est justement parce qu'on a le problème de transport, mais il y a le problème d'insuffisance. Il y a une insuffisance en matière d'énergie au Cameroun. Non, mais c'est criade. Le temps est passé. Et nous vous donnons 2 ou 3 minutes pour nous dire pourquoi nous tous, nombreux dans cette salle, on doit aller voter pour M. Matomba. Qu'est-ce qui doit nous motiver pour qu'on y aille? Et qu'on n'hésite pas, Matomba dans l'une. Serge Espoir Matomba
c'est le candidat de l'éducation. Éducation pour tous, éducation par tous. C'est-à-dire que nous voulons mettre le profil du Camerounais que nous voulons pour que le pays soit développé. Serge Espoir Matomba, c'est la santé. C'est la santé pour les Camerounais. C'est la santé, c'est la lutte pour une assurance santé pour tous. Pour que justement, après avoir fait des efforts éducatifs, que nous ne tombions pas malades par X ou Y des raisons. Serge Espoir Matomba, c'est la sécurité intérieure, la sécurité des Camerounais à l'intérieur de leur pays, c'est la sécurité des Camerounais à l'extérieur du pays. Parce qu'il faut dire que le vivier de la diaspora est un vivier important pour notre développement et pour la vision que nous voulons réaliser. Serge Espoir Matomba, c'est le candidat de l'emploi, c'est le candidat du relèvement de l'économie de notre pays. Parce qu'il faut dire que 5 millions d'emplois en 5 ans, c'est possible et ça va se faire avec vous. Serge Espoir Matomba, enfin, c'est la jeunesse, c'est la vision, c'est le caractère, c'est tout ce qui va avec les aspirations d'aujourd'hui. Merci donc Bruno Lombo, secrétaire national au projet et études du Peuple Uni pour la rénovation sociale, d'avoir fait le déplacement dans nos locaux. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci également, chers internautes, d'avoir encore été nombreux à nous écouter. Cette fois-ci, c'était dans le cadre de votre émission Face aux internautes. Merci aussi à toute l'équipe d'Ouest Littoral qui était constituée bien sûr de Benjamin Zébazé, Marie-Louise Songaïtondé, Esther Bidet, William Nitieux et Lucie Kameni. Rendez-vous donc pour la prochaine édition.